Bonjour à tous. Prenez place. Donc moi je me présente 2 minutes. Je suis Isabelle Carbonel, pédopsychiatre à la retraite, mais pas complètement pour la MDA, que je préside depuis quelque temps. Et donc la transition est toute faite pour vous dire que la MDA 83 organise 1 ou 2 fois par an des conférences dans le cadre de l'Université populaire de l'adolescence, créée par le professeur Bourvis, qui regrette de ne pas être là. Voilà. Donc pour cette 7e édition, nous sommes ravis de ce matin d'accueillir le professeur Moreau. Et donc c'est un plaisir de partager cette matinée avec vous tous et avec toi, Marie-Rose. Et je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc tu es pédopsychiatre du bébé, de l'enfant, de l'adolescent. Tu diriges la maison de Solène à l'hôpital Cochin à Paris, qui est la MDA. Tu es chef de file de l'ethnopsychanalyse et professeur de l'université à Paris-Cité. Et tu es également directrice de la revue transculturelle L'Autre. Cela fait longtemps que je te lis, que je suis tes travaux. Et quand je travaillais encore et à la MDA 83 et dans le pôle de pédopsychiatrie de Toulon, j'ai toujours été intéressée et sensibilisée par ton expérience et ta façon d'aborder le champ du transculturel. Dans nos sociétés métissées, colorées de nombreuses cultures, tes travaux nous guident et les dispositifs de soins que tu as créés, et notamment la psychothérapie transculturelle, au service de nombreuses familles en souffrance, sont non seulement innovants, mais apportent une autre dimension aux soins. Ce que je tiens surtout à souligner, c'est ton engagement, ton engagement en tant que femme, que ce soit en France ou ailleurs, et notamment sur le terrain où tu as pu intervenir avec Médecins sans frontières. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la santé mentale des ados, ici ou ailleurs, des enfants migrants plutôt ici, et comment à la maison de Solène, tu organises le soin autour de ces sujets. Notre société contemporaine et les nouvelles formes d'expressivité du malaise des ados, dont tu vas peut-être nous parler, sont en lien étroit, voire en miroir, et disent quelque chose du malaise de notre civilisation. Bien s'occuper des adolescents et de leurs parents, au singulier pluriel, nous avons hâte de te passer le micro pour que tu partages ton expertise avec nous tous. Mais avant, je profite de ce temps pour remercier une équipe de soignants que je connais bien pour ses qualités professionnelles, celle de la MDA 83 qui a aussi contribué à l'organisation de cette matinée. Cette équipe pluridisciplinaire, dans la singularité de la rencontre et dans la pluralité des prises en charge, travaille avec engagement et savoir-faire au quotidien auprès des ados du Var, de leurs familles, à Toulon, à Draguignan et dans d'autres antennes du département que nous allons bientôt ouvrir. Je souhaite également remercier chaleureusement Monsieur Lemaine et Madame Gobi, qui est la directrice adjointe de cet institut de formation publique varois pour les professionnels de santé, qui nous accueille dans cet amphi et de cette nouvelle école. À toi. Merci beaucoup Isabelle de cette aimable présentation. Merci à tous et de cette invitation qui a eu lieu. J'étais en vacances et elle me trouve en vacances quelque part dans le sud et elle me dit est-ce que tu viendrais pas? Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Merci de me donner cette opportunité de partager avec vous effectivement ces questions qui me tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur, je l'imagine aussi. Et j'adore, c'est pour ça que je l'ai écrit, j'adore cette idée d'université populaire de l'adolescence. C'est donc Nadège qui a eu cette idée. C'est très. Alors nous, on a une université du bébé. À Paris, et c'est un peu la même idée, mais non, voilà. Mais là, c'est de l'adolescence et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée d'université populaire et c'est effectivement dans cet esprit
que je vais vous proposer quelques éléments de réflexion et puis ensuite nous discuterons. Mais vous voyez, par exemple, juste sur la question du mot, oui, pour nous, l'adolescence, c'est bien sûr une période assez longue, de plus en plus longue. D'ailleurs, pour des raisons, même elle s'allonge pour des tas de raisons, y compris, par exemple, on a compris il y a pas très longtemps que la maturation cérébrale, c'est pas 18 ans au moment de la majorité, mais que c'est bien plus tard. Et donc, mais après, il y a tout, la maturation psychique, c'est encore autre chose. Et puis sociale, la manière dont ça se passe. Bon, donc l'adolescence, elle a beaucoup varié dans la géographie et dans l'histoire, et dans les langues aussi. Parce que nous, on a fait une étude et une grande anthropologue dont vous connaissez sûrement le nom, Françoise Héritier, elle a publié dans la revue L'Autre un papier que nous lui avions commandé sur l'adolescence est-elle universelle. Et puis une autre anthropologue que j'adore qui s'appelle Cristina Figueiredo, qui a un peu pris la suite de l'anthropologie de l'enfance et de l'adolescence en France, la suite de Françoise. Cristina Figueiredo, elle a republié ensuite des articles complémentaires que vous pouvez trouver sur Kern ou sur la revue L'Autre. Et la question qu'on leur posait, est-ce que l'adolescence est universelle ? Si j'avais du temps, je vous la poserais. et la réponse, la réponse est non. Elle n'est pas universelle. Et alors nous, on est des spécialistes, nous tous, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, des spécialistes des adolescents. Mais vous voyez, le mot adolescent, dans plein de langues, il n'existe pas. Et pourquoi il n'existe pas ? Parce qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que c'est à la fois la langue qui nous structure et nous qui habitons la langue. Alors donc, imaginez que dans la langue de certaines des familles que vous recevez, le mot adolescent n'existe pas. C'est soit enfant, soit adulte. Et on passe de l'un à l'autre par une phase plus ou moins courte, plus ou moins longue. Chez nous, c'est très long, et donc du coup, on a un mot pour dire adolescent, mais donc un concept, on est d'accord. Mais dans plein de langues, et vraiment, il y a régulièrement, il y a des familles dans ma consultation transculturelle, ou même en dehors, dans la maison des ados, dans nos consultations. Mais quand on leur donne la possibilité, et en général, il faut pouvoir le dire dans sa langue, ils disent, mais qu'est-ce que je suis contente de vous demander, c'est quoi un adolescent ? Qu'est-ce que vous entendez ? Et alors, quand ils n'ont pas de mots, ils utilisent en général teenager, puisque teenager, c'est facile, c'est juste les teens, quoi, ceux de cette période-là. Et donc, ils disent, mais c'est quoi pour vous un teenager, quand ils disent, ou ils disent le mot adolescent, puisque leurs enfants ont dit, mais les adolescents, vous savez, en France, les adolescents, c'est comme ci, c'est comme ça, ils ont toute la liberté absolue, ils font tout, ils ont le droit de dire à leurs parents ce qu'il faut faire, etc. Donc, il y a des mamans en particulier, mais alors les mamans le font avec souvent plus de tendresse, j'allais dire, ou d'intérêt pour comprendre ce qui se passe là pour leurs enfants. Puis les pères parfois le font avec une sorte de rudesse parce que ça remet en question. Ils sont totalement désemparés, quoi. C'est quoi cette nouvelle espèce des adolescents Et donc du coup, ils disent vraiment, c'est gentil. Lorsqu'on discute de pourquoi on est ensemble, quels sont les objectifs, bon, on commence par s'il vous plaît, expliquez-moi que je comprenne ce que c'est qu'un adolescent pour vous. Parce que mon fils, qui est né ici, ou qui a grandi ici, eh bien, elle est aussi un peu adolescent, comme vous dites. Mais sauf qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir eu d'adolescence, puisqu'il n'y avait pas le concept. Donc du coup, on commence, c'est presque des prérequis, et on discute, et vous voyez que c'est très utile. Cette co-construction, c'est très utile, parce que c'est très utile pour tout le monde. C'est pour les parents, pour nous, parce que comme ça, on va pouvoir, on construit une relation symétrique, mais aussi pour les adolescents qui de ces familles, qui
eux aussi errent un peu entre je suis le fils de ma mère, de mon père, et avec les représentations du dedans, et puis l'extérieur. Mais je vous rappelle qu'avant d'être des enfants de migrants, ce sont des adolescents. Et que donc, du coup, ils utilisent aussi cette notion pour, au fond, s'opposer à leurs parents. Puis quand ça les arrange, ils s'opposent aussi à la société d'accueil. Hein. Mais avec cette notion-là, ils peuvent s'opposer et presque actionner les autres pour... les professionnels, vous savez, mon père, il sait pas ce que c'est qu'un adolescent, il fait ci, il fait ça, il est méchant, et là. Et parce que on attend que le professionnel en face se positionne, au fond, prenne notre parti. Mais comme toujours, les adolescents, hein, dans cette construction identitaire, et il faut faire des essais-erreurs. Et puis, il y a quelque chose que vous savez sûrement, c'est que les adolescents, lorsque, par exemple, ils vont dire « mon père, ma mère, méchant, machin », en fait, si le professionnel en face n'a pas une petite réflexion, une méta-réflexion sur ce qu'il est en train d'entendre et qui réagit comme ça de manière un peu mécanique bah ouais, non, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas comme ça, il te respecte pas, ou je sais pas, vous voyez, quelque chose comme ça qui répond directement à ce que nous on appelle le contre-transfert culturel, c'est-à-dire qu'on répond sur des aspects collectifs sans se rendre compte qu'il y a plusieurs dimensions dans cette réaction. Eh bien, en fait, quand ensuite la jeune fille, le jeune garçon comprend que ce professionnel a une vision finalement un peu négative de ses parents, ça lui fait du mal. C'est-à-dire que parce que lui, il est de ces deux mondes et il a besoin. Pour l'estime de lui-même et pour son identité à lui, il a besoin de passer de l'un à l'autre, mais sans dénigrer ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça, en termes de blessure et de honte, c'est très fort, hein, la honte des choses du dedans, et ça, quasiment tous les enfants de migrants, étant donné les préjugés et les représentations collectives, ont cette honte du dedans. Hein. Donc ça, c'est très important de ne pas aller dans ce sens-là. Bon, mais tout ça, c'est pour dire, et on le reverra en situation clinique, mais l'importance de cette notion d'adolescence, et c'est pour ça que je mets du pluriel, parce que en même temps, nous, les adolescents, il faut s'en occuper individuellement, mais il faut aussi... le pluriel, c'est accepter leur langue, leurs histoires, leurs parents, tout ce qui fait justement cette fameuse identité narrative, c'est-à-dire comment je me raconte à moi et aux autres qui je suis, d'où je viens et ce que je vais faire. Hein. Donc cette importance de la pluralité de l'identité et des conditions de cette identité narrative. Bon, vous retrouverez sur les sites, et plus celui de la revue L'Autre, en particulier plein de bibliographies, des choses que je vais dire forcément un peu rapidement parfois. Hein. Donc, oui, alors justement, j'avais mis en introduction, j'adore les introductions, donc j'ai mis en introduction cette notion de Deleuze de la théorie des multiplicités. Hein, je pense que vraiment, pour faire une clinique... la clinique, pas seulement pour les spécialistes du transculturel, parce que celle-là, il en faut, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt pour que chacun d'entre nous soyons sensibles à la question de cette diversité culturelle et sociale d'ailleurs, mais d'une manière générale à la diversité. Mais moi je parle beaucoup de la diversité culturelle parce que voilà, c'est un des points, c'est ma spécialité, mais dans la notion de diversité, il y en a d'autres. Et donc, j'adore cette définition, la philosophie et la théorie des multiplicités. Mais moi, je dirais que la clinique des parents et la clinique des adolescents et de leurs parents est la pratique des multiplicités. C'est plus que d'ailleurs la théorie, mais c'est normal, la philosophie, elle fait de la théorie. Mais nous, on doit faire de la pratique des multiplicités.
Et vous voyez, ça s'oppose aussi à quelque chose de très protocolisé qui ne permet pas justement de permettre cette multiplicité. Et je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais chaque fois qu'on utilise des outils, par exemple pour l'évaluation du langage des enfants ou des adolescents, eh bien, la plupart de ces enfants, de ces outils, pardon, la plupart de ces outils, ils ne sont pas contextualisés, ils ne sont pas adaptés aux situations transculturelles pour le langage. Et du coup, on évalue, par exemple, la langue. Alors en général, on ne pense qu'au français de l'adolescent. Et puis on dit il est dyslexique, il est je sais pas quoi, et on l'a pas évalué dans sa langue maternelle. Et si vous l'évaluez dans sa langue maternelle, vous vous rendez compte que non, pas du tout, parce que s'il était dyslexique, il le serait dans ses 2 langues, ou 3 langues, etc. Et donc, pourquoi ? Mais parce que l'outil, en fait, pour construire la plupart des outils que vous utilisez, mais pas seulement sur le langage, on exclut les enfants de migrants. Scientifiquement, on les exclut. Pourquoi ? Parce que ils ont une multiplicité de langues, ils ont aussi des vulnérabilités qui sont juste liées à cette question de la situation transculturelle. Du coup, on les exclut et après on leur applique l'outil. C'est débile. Non, mais et on se dit qu'on fait de la science ou du protocole et qu'on est super rigoureux. Ben non, on n'est pas du tout rigoureux. On est en train d'appliquer à des enfants ou à des adolescents des outils qui ne sont pas adaptés à eux. Et maintenant, alors, sur le langage, il y en a des outils adaptés à eux. Je les ai pas amenés aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est parce que c'est le mot multiplicité qui m'évoque cette question. Donc je vous le dis au passage, mais il y a ça s'appelle l'ELAL d'Avicenne pour les enfants. Et l'ELAL de Solène pour les adolescents, c'est un outil. Alors l'ELAL de Solène n'est pas encore sur le web parce qu'il vient d'être validé. Il est en cours on est en train de sortir les résultats, mais dans quelques mois il sera sur le web, donc accessible à tous. Celui des enfants l'est déjà. Il s'appelle WebELAL sur le web et on peut donc avec cet outil bien évaluer les enfants dans ces différentes langues. Et donc on va pouvoir le faire sur les adolescents. Mais ça existe sur plein de choses. Et si on n'a pas de contextualisation, si on utilise un outil et qu'on n'a pas de validation transculturelle de cet outil, ben juste on réfléchit un petit peu, on se dit alors attention, il faut que je contextualise, on fait un peu plus de qualitatif, on contextualise les résultats parce que globalement les études elles montrent que on se trompe beaucoup et qu'en général on sous-estime les compétences de ces enfants. Et ça c'est grave de les sous-estimer, c'est vraiment grave, y compris sur le plan cognitif. Donc c'est vraiment grave. Donc tout ça pour dire la multiplicité, c'est ça. C'est de se dire bon, voilà, je contextualise, je regarde même par exemple sur les outils concernant les troubles du développement, il y a maintenant plein de contextualisation transculturelle. Et bien sûr, la contextualisation, ce n'est pas simplement une traduction de l'outil dans la langue. Non, c'est pas ça. C'est une contextualisation, c'est-à-dire on remet. En général, pour qu'un outil soit vraiment transculturel, il faut une validation dans 3 langues et dans 3 contextes. Une fois qu'on a validé dans 3 langues et 3 contextes et qu'on a regardé ce qui était en commun et ce qui pouvait poser problème, alors après, on a un outil transculturel. Mais même si on n'a pas un outil, on peut encore une fois, juste se dire, mais attention, je suis dans cette situation, je la prends en compte, et ce n'est pas forcément une difficulté, c'est pas un obstacle, c'est même, et moi j'espère vous le démontrer aujourd'hui, je pense que c'est une chance, cette diversité. Que par exemple, si moi je vous dis, à la maison de Solène l'année dernière, en consultation, mais dans l'ensemble de la maison, on a parlé, je crois que c'est 26 langues, c'est pas beaucoup par rapport aux langues qui existent dans le monde, mais si je vous dis, on a parlé 26 langues, vous pouvez réagir de 2 façons. Vous dites, oh, mais qu'est-ce que vous faites avec ce babel de langues? Comment vous faites? Mon Dieu, ça doit être terrible.
Mais vous pouvez me dire, oh là, quelle chance! Et Émilie, qui était avec nous il n'y a pas longtemps à Maison de Solène, elle le sait, quelle chance d'avoir, mais quelle chance, à condition que j'intègre la question des langues, par exemple, la question transculturelle, mais que je l'intègre dans mes dispositifs. C'est vrai que si je peux pas parler avec les adolescents et leurs parents, si je peux pas, par exemple, répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent pour une famille bengali? Oui, mais elle vous la posera pas la question s'il n'y a pas les conditions pour le dire en bengali, pour le dire et pareil pour des tas de situations traumatiques, on ne peut vraiment les partager et les transformer que dans la langue où on les a vécues. Donc du coup, même si parfois être à l'extérieur, ça aide. Par exemple, quand c'est des choses extrêmement difficiles, le fait de pouvoir le faire dans une autre langue, c'est un peu comme en littérature. Il y a des grands auteurs comme Semplun, par exemple, qui disait que certaines choses, il pouvait les écrire qu'en français, alors qu'il était de langue espagnole, castillane et catalane. Et il y a des choses qu'il ne pouvait écrire qu'en français, parce qu'il les avait vécues dans des camps. Et donc, il y avait des choses qui étaient où il avait besoin d'un espace intermédiaire, d'un autre espace pour ne pas se sentir trop violenté, trop retraumatisé. Donc, c'est bien sûr que la question des langues, elle est super complexe. Et par exemple, avec les enfants adoptés, il faut bien penser la langue comme un espace comme ça de liberté. Mais en tous les cas, la question des langues, et ça fait partie de la multiplicité. Mais j'insiste, au-delà des langues, il y a la représentation. Ce que c'est qu'un ado, on l'a vu, mais ce que c'est qu'une mère, ce que c'est qu'un père, ce que c'est une grand-mère, un grand-père. Et là, ça, c'est des choses visibles. Si après, la famille évoque, par exemple, ah oui, mais cet adolescent, il est comme ça, c'est parce que le monde invisible c'est pas de sa faute s'il fait des choses transgressives, c'est le monde invisible qui l'appelle, parce qu'il est triste et que le monde, parce que dans le monde invisible, il y a les ancêtres et il y a les esprits dans certaines cultures. Donc, ça peut être des morts qui vous appellent, ou ça peut être quelque chose d'un esprit qui vous possède. Donc là, vous voyez, dans ces situations que l'on peut évoquer que dans sa langue, il y a quelque chose qui, en tous les cas, qui donne du sens et qui permet d'élaborer et de travailler sur le lien transgénérationnel et sur le lien avec les ados et les parents. Et donc, la multiplicité, c'est ça. C'est pas simplement une multiplicité de langues ou une multiplicité de positionnement. C'est vraiment très très large. Et j'allais dire que même dans cette idée que lorsque un adolescent va mal, étant donné le fait qu'il y a déjà plusieurs mondes en présence dans ces situations transculturelles, l'idée que on puisse évoquer différentes manières de penser ce qui lui arrive, déjà ça, c'est fondamental. Parce que il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une vérité que l'autre aurait sur mon enfant. C'est pour ça parfois que les parents y résistent d'ailleurs. On dit entre guillemets qu'ils résistent. C'est pas qu'ils résistent. On dit il comprend pas que l'adolescent il est déprimé, il comprend pas que etc. Mais en réalité c'est pas qu'il comprend pas. Et c'est que lui. Pour rester le père, la mère de cet enfant, il cherche aussi du sens. Et il va chercher du sens dans différents lieux, dans différents espaces, dans les gens d'ici, dans les gens de là-bas, dans le souvenir qu'ils ont d'adolescents à qui il était arrivé la même chose, etc. Donc, comme tout le monde. Et quand ils cherchent ça, nous, on leur dit, voilà, il est déprimé. Bon.
Alors ça veut dire quoi déprimer pour vous? Souvent d'ailleurs ils interrogent, là aussi lorsqu'on les laisse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Alors, on rentre dans des explications. Mais en fait ce qui compte c'est la multiplicité de. Il faut que chacun puisse penser cet adolescent et qu'on puisse partager quelque chose de ses besoins. Et donc il y a l'adolescent, les parents et nous. Donc ça fait déjà 3. Et sachant que nous, on est pluridisciplinaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, dans une approche sensible à la culture, on dit que au lieu de faire que le psychiatre, le psychologue, le travailleur social, l'éducateur, l'infirmière voient cet adolescent tout seul ou ses parents, qu'on se mette tous ensemble et que chacun puisse évoquer la manière, les hypothèses, la manière dont il voit l'adolescent. Et rien que ça, c'est beaucoup plus efficace que les uns derrière les autres dans un dispositif individuel qui est souvent très violent pour lorsqu'on vient du Sud, en tous les cas, lorsqu'on vient de situations où le groupe est important. Hein. Donc cette multiplicité, vous voyez, c'est partout et c'est d'abord dans le sens, le sens que l'on donne à ce que c'est qu'un enfant, un adolescent. Et dernier point sur la question des adolescents, sur la question du sens, c'est que on a montré en clinique transculturelle que il y a un moment de vulnérabilité pour les mères après la naissance des enfants. Là, il y a un moment dans l'établissement des interactions précoces 0-1 an, il y a un moment de vulnérabilité des enfants de migrants, des bébés, et il y a un moment de vulnérabilité des mères à ce moment-là, avec plein on aura peut-être pas beaucoup l'occasion aujourd'hui d'en parler, mais vous imaginez bien le moment de vulnérabilité lié au fait d'accoucher dans un endroit où vous n'avez pas vos commères, vous n'avez pas les femmes avec vous, et vous avez un bébé avec cette question à qui appartiennent les bébés qui sont nés dans un monde qui n'est pas le mien, dans une langue qui n'est pas la mienne, ils appartiennent à ce monde, hein, c'est très très clair. Donc le métissage commence à ce moment-là pour les parents. Et donc, le deuxième moment de vulnérabilité, c'est au moment où les enfants rentrent dans la langue, non pas à l'école maternelle, hein, mais dans la langue, c'est-à-dire dans les grands apprentissages. Là, il y a un moment de vulnérabilité des enfants et qui doivent apprendre à combiner leur monde. Et puis, il y a le moment de l'entrée dans l'adolescence, troisième moment de vulnérabilité des enfants de migrants, celui qu'on va voir plus tôt aujourd'hui. Et dans ce moment-là, c'est les pères qui sont extrêmement fragiles. Donc, les pères, quand ils décompensent, c'est à ce moment-là. C'est pas quand naissent leurs enfants, mais c'est quand leurs enfants deviennent adolescents. Et souvent les mères, elles ont déjà fait la plupart du temps, justement aussi parce qu'elles ont traversé des moments de doute, d'inquiétude, etc. Donc elles ont déjà élaboré une position par rapport à ces enfants étranges, hein, exposés, comme on dit nous. Mais les pères le font, j'allais dire. En général, hein, bien sûr, hein, c'est dans les études qu'on voit ça, donc c'est des considérations générales qui peuvent être un peu différentes dans certains cas. Donc, à l'adolescence. Et donc, à ce moment-là, évidemment, l'adolescent, il est actif là, et donc un père qui doute, qui sait pas, qui dit, on me demande d'être père comme ici, mais moi je sais pas, c'est pas comme ça que je fais, etc. Et on me considère comme quelqu'un qui est pas un bon père. Bon. Donc les pères sont en situation de doute et souvent c'est parce que les adolescents ils viennent vous questionner sur des choses beaucoup plus profondes sans doute et ils sont très actifs dans ce questionnement et donc toute une série de pathologies en commençant par des pathologies dépressives mais qui s'expriment sur un mode un peu
de rigidification des pères, mais il y a aussi beaucoup de situations où il y a des traumas et donc des pères qui vont l'adolescence de leurs enfants vont réactiver toute une série de traumas, mais autour de cette question de la filiation. Donc les pères sont extrêmement fragiles à ce moment-là, où par ailleurs leurs enfants ont besoin d'eux. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique aussi, enfin entre guillemets, là aussi, hein, c'est dans une explication de faits que qu'on voit dans les études, mais c'est comme ça qu'on explique aussi le fait que les enfants de migrants garçons sont plus vulnérables que les enfants de migrants filles. Parce que sans doute que les filles arrivent mieux à s'appuyer sur leur mère, ne serait-ce que dans le monde du dedans, et puis à s'identifier au monde du dehors. Et les garçons, ils ont une difficulté à s'appuyer sur leur père, et à l'extérieur, en plus, ils sont beaucoup plus discriminés que leurs sœurs. Donc du coup, et si vous regardez, j'avais pas l'intention, mais bon, je vais vous parler. Mais si ce sujet-là vous intéresse, vous regardez la grande étude qui s'appelle Théos, trajectoire et origine, où on voit ces éléments, c'est de là que je tire ces éléments-là. Et même si nous on a fait beaucoup d'études, mais nous on fait plus d'études qualitatives sur cette période de l'adolescence. Mais donc là il y a la partie quantitative et la partie qualitative. Et donc vous rendez compte du travail colossal que doivent faire en particulier les garçons à l'adolescence. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait parfois des vulnérabilités. Alors, je voulais juste vous montrer mes 2 maisons des adolescents. Ça, c'est à Avicenne, dans le nord de Paris. C'est là où j'ai ouvert la première maison des adolescents, Casita. Donc, comme son nom l'indique, c'est une petite maison. C'est une petite maison, mais c'est une vraie maison des adolescents. Et très adaptée à son contexte, donc où on a développé les premières approches transculturelles vis-à-vis des adolescents et de leurs parents. On avait commencé avant, puisque les dispositifs transculturels de la deuxième génération, pour moi, ils datent de 30 ans, mais plus même. Mais là, c'est en tous les cas dans le dispositif maison des adolescents, c'est-à-dire dans l'accueil sans rendez-vous et dans les mises en place de projets adaptés pour chacun. Donc ça, c'était Casita, donc dans le nord de Paris, avec cette idée que c'était c'est quand j'ai été chargée d'ouvrir cette maison des adolescents. C'était donc, puis en quelle année, plus de 20 ans, puisqu'on a fêté ça il y a pas longtemps. Quand j'ai été chargée, donc il y avait l'idée que cette maison des adolescents, donc comme toujours, remplissent une fonction autour d'elle, avec un grand réseau, et il y avait l'idée que une maison des adolescents avec une sensibilité transculturelle était importante dans ce contexte-là, parce que Avicenne, Bobigny reste dans la région parisienne un endroit où les migrants continuent à arriver, et quand ils sont un petit peu installés sur le plan social, ils déménagent. Et donc ça continue. Donc on a vu bien sûr des vagues migratoires très 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 différentes. Et donc ça semblait logique à tout le monde que y ait une maison des adolescents avec une sensibilité transculturelle là-bas. Sauf que moi, je l'entendais pas comme ça, et que quand on m'a proposé de prendre cette maison des adolescents, donc qui, elle, n'est plus une casita, c'est une casota, elle est très très grande, parce que tout ça, c'est la maison des adolescents, et encore maintenant, elle est trop petite. Nous avons dû bouger un peu dans le 5e et récupérer 150 mètres carrés dans le 5e pour faire certaines de nos activités, parce qu'on a ouvert récemment un centre qui s'appelle WEJI, un centre pour les adolescents suicidaires. Et c'est un centre, c'est un hôpital de jour. WEJI, ça veut dire la crise qui transforme. C'est pour ça que c'est un mot mandarin. Et donc, elle est plus assez grande. Mais donc, quand cette maison
Et donc elle a été construite dans la même période que Casita. Et quand on m'a proposé, peu de temps après son ouverture, Ruffo ayant été là-bas les 2 premières années, on m'a proposé d'y aller et j'ai mis comme condition, oui, mais si elle est transculturelle. Je veux bien y aller. Et pourquoi ? Parce que pour moi, la question transculturelle ne se résume pas à là où arrivent les migrants. Elle se résume pas à les zones où il y a effectivement, c'est des zones de migration intense. Donc, la société française, la société européenne, les sociétés européennes sont transculturelles. Enfin, il y a plein de situations. Les familles changent, les migrations. Les migrations s'installent dans les différents endroits. Il y a des tas d'autres situations transculturelles, les mineurs non accompagnés. Pour nous, l'adoption internationale, c'est aussi du transculturel. Donc, on a des dispositifs pour les situations d'adoption, etc. Donc, si j'ai les moyens de faire que cette maison soit une maison transculturelle, j'y vais. Alors, ça a fallu 1 an de négociation. Et j'y suis allée après. Et donc, Casita continue, bien sûr. Et maintenant, celle-là aussi. Et donc, c'est là où on a ouvert. Maintenant, on a des consultations transculturelles tous les jours et pour différentes populations. Et donc, on a des dispositifs, comme on dit, à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on a bien sûr... D'abord, elle est ouverte à tout le monde. C'est un service public et c'est ouvert à tout le monde. C'est une maison des adolescents ouverte à tous. Bien sûr, tous les ados, toutes les familles, 11-18 ans. Et c'est, mais à l'intérieur, il y a des dispositifs donc transculturels, multilinguistiques et tout ça pour plein de populations différentes et avec quand même une préoccupation que tout le monde ait cette question culturelle, en tout cas qu'on soit tous attentifs, même si on n'est pas dans les dispositifs transculturels, parce que moi je crois que c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est pas encore une fois de former des experts ou des chercheurs que nous on a, mais qui sont liés au fait que c'est notre spécialité et pas que tout le monde fasse comme ça. Et l'enjeu, c'est que ça se fasse partout et pas seulement dans les zones où arrivent les migrants, parce qu'à ce moment-là, on crée presque des ghettos en plus sur le plan sanitaire, et c'est pas l'idée, c'est plutôt une ouverture, plutôt le fait que tout le monde puisse bénéficier de ça. Bon, la photo, elle est pas géniale, mais elle rend compte en tous les cas de son aspect totalement transparent de la maison de Solène. Alors donc, juste, mais ça je vous l'ai déjà dit, l'importance des différents de notre modèle, et puis le fait de chaque fois, et ça je crois que c'est au cœur de toutes les maisons des adolescents, de bien prendre en compte tout cet environnement. Par exemple, j'ai mis l'école, c'est particulièrement important pour les adolescents, mais l'ensemble des éléments. Et là aussi, vous voyez, on est du côté de la multiplicité. Et le deuxième élément pour lequel moi je tiens beaucoup aussi et qui me paraît important dans cette question de la multiplicité, c'est de soutenir les parentalités. Mais là aussi au singulier pluriel, parce que dans la manière de faire parent, il y a toujours des éléments intrapsychiques. C'est ceux sur lesquels on insiste beaucoup, nous, avec la psychanalyse, on insiste beaucoup sur cela, et bien sûr qu'ils existent, ils sont importants, ils sont intrapsychiques, mais ils sont aussi intersubjectifs, ça se construit d'un lien à l'autre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'ils sont aussi collectifs. La manière d'être parent, alors nous, on a toujours l'idée, et c'est normal, et tout le monde a cette idée, je pense, qu'on est parents différents de nos parents, et puis que voilà, qu'on a décidé, on a construit notre manière d'être parents.
c'est un peu vrai, mais juste un peu, parce que on est forcément pris dans des modèles. Mais voyez, les migrants, ceux qui ont migré, ils ont migré pour des tas de raisons. Et donc, évidemment, en fonction des raisons, vous voyez, si vous êtes réfugié ou si vous avez migré pour des raisons intellectuelles, vous voulez aller vivre en France, pays des droits de l'homme, c'est sans doute que vous avez un rapport un peu différent, et d'ailleurs à votre propre modèle et à celui d'ici. Mais malgré tout, lorsque vous vous retrouvez, tout à l'heure je parlais de la question des parents de tout petits, où les mères, surtout, disent leur manque de commère, leur manque de mère avec. On a besoin d'autres mères, de gens que l'on reconnaît comme nos égaux, quoi, pour élever nos enfants. Ça, c'est pour les tout petits. Et on insiste beaucoup sur les tout-petits. Et on sait que la solitude des mères était un facteur de dépression, par exemple, très, très important. Mais chez les adolescents, on le dit beaucoup moins. Et à mon sens, et les études, c'est beaucoup plus important encore pour les parents d'adolescents de ne pas avoir des modèles, de ne pas pouvoir faire comme on a fait avec moi adolescent. Et donc, du coup, chaque parent doit trouver sa manière à lui de faire parent, de construire sa famille et de faire parent. Oui, parce que c'est deux niveaux, bien sûr. Être parent d'adolescent, dans cette grande solitude des parents d'adolescents, et avec qui je vais parler, surtout si mon adolescent va mal, avec qui je vais pouvoir parler de ça. Par exemple, là, une famille bengali, l'adolescent génial, magnifique, qui parle plein de langues, qui est super intelligent, il fait une tentative de suicide, comme d'autres de ses camarades. Il y a quelque chose comme ça, d'ailleurs, quand il raconte comment il est passé à l'acte. Bon, mais il fait cette tentative de suicide. Bon, les parents sont bengalis musulmans, et ils sont totalement désemparés. Ils disent, ils ont fui le Bangladesh. Alors, c'est compliqué la guerre civile au Bangladesh, mais normalement, ils auraient dû, entre guillemets, dans la guerre civile, c'est souvent les musulmans qui persécutent les hindouistes, mais là, en l'occurrence, ils faisaient partie d'une minorité et ils étaient persécutés par ceux par les musulmans, alors qu'ils étaient musulmans. Bon, bref, une situation complexe comme dans toutes les guerres civiles. Mais ils ont décidé Madame a décidé de partir. Lorsque son mari s'est fait tirer dessus, donc il s'est fait tirer dessus. Il l'emmène, quelqu'un l'emmène à l'hôpital. Avant que la blessure soit guérie, la famille, Madame, c'est Madame qui est leader dans cette affaire. Madame se dit mais ils vont le tuer. Il va ressortir de là, ils vont le tuer. Et puis ils vont nous tuer tous parce que évidemment. Et donc elle est d'une famille assez aisée. Elle réunit l'argent, elle soudoie tout le monde et elle sort du pays pour aller en Inde d'abord et puis ensuite en France. Donc, ils arrivent ici, c'est en France, c'est super complexe, machin. C'est une chute ils étaient d'un niveau social élevé, aisé. On l'aidait à s'occuper des enfants. On faisait la cuisine pour elle, etc. Elle avait une belle maison. Elle sortait avec des beaux saris, etc. Elle raconte une vie, belle vie, quoi, comme elle dit. Elle dit une belle vie. Et puis ici, ils sont dans un hôtel social, dur, et tous dans une même pièce. Mais les enfants vont à l'école et ce garçon est vraiment super brillant, tout le monde l'adore. C'est celui qui rentre dans l'adolescence et qui
et qui est sans doute le plus en question identitaire. Par exemple, je disais qu'il parlait plusieurs langues, mais il va parler le français, mais mieux que moi. Hein, il va vraiment parler le français en 2 ans. Non seulement il parle très très bien, il écrit, il lit des chefs-d'œuvre et puis il les réécrit. Il prend un Zola par exemple, il le lit, puis après il réécrit à sa façon. Non mais il est étonnant. Sauf qu'un jour il fait cette TS et sa mère dit. C'est impensable pour moi. C'est impensable. Après tout ce qu'on a vécu, après ce que j'ai imaginé de faire pour venir ici, et oui, le sacrifice, comme on dit souvent. Elle le dit d'ailleurs. Elle dit le mot. Et à un moment d'ailleurs, dans la première consultation, elle dit. J'aurais dû m'immoler. C'est-à-dire qu'elle dit si quelqu'un devait mourir, c'est moi. L'immolation étant très fréquente comme tentative de suicide. Bon, lui, il a fait une tentative de suicide, pas drôle non plus. Hein. Il a avalé du desktop, bon, il a plus d'œsophage. Donc, la situation est très dure. Mais, et donc, la seule élément de compréhension qu'elle peut avoir, c'est, en gros, il fait comme font les Français, quoi, qui se battent pas pour vivre. Hein. Enfin, c'est. Mais ça a l'air simpliste, mais c'est aussi ce que dit le garçon. Il dit j'ai fait comme mon camarade parce que j'étais pas d'accord. Il était pas d'accord avec je sais pas quoi. Que son père lui avait dit qu'il fallait se couper les cheveux, je crois. Enfin un truc. Ça passait pas. C'est évidemment pas ça qui lui a qui a provoqué la tentative de suicide. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous voyez, dans les éléments collectifs, il y a bien sûr les modèles, comment on est mère d'adolescents et comment on est père d'adolescents et tout ça. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des événements qui viennent fracturer ou en tous les cas rendre la parentalité complexe. Et il faut que chaque parent trouve son propre métissage. Hein. Qu'est-ce que je prends de là-bas, qu'est-ce que je prends d'ici ? Et comment je m'ajuste à mon adolescent. Parce que, par exemple, ils avaient très bien réussi avec ses frères et sa sœur, mais avec lui, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, la question, ouais, c'est ça, les représentations collectives. Et encore, je viens de parler que de parentalité, parce que c'est le sujet là. Mais vous voyez qu'il faut élargir ce que je viens de dire à comment on fait famille. Comment on fait famille. Et c'est pas seulement la parentalité au sens strict, mais c'est la construction du modèle familial. Et dans cette question du modèle de faire famille, comment on fait famille alors que on est loin des autres familles qui ont le même modèle que moi. Et vous savez combien il y a de modèles familiaux différents dans le monde? À peu près, un ordre d'idée. Autant qu'il y a de personnes, non. Non, quand même. Non. Ça, c'est une illusion. De se dire qu'on fait chacun notre type de famille. Une famille, c'est une structure. Et qui peut changer. Mais non, c'est pas chacun. Il y a vraiment un nombre. Non, il n'y a pas de nombre. Tellement il y en a. Il y en a énormément. Et Godelier, si jamais ça vous intéresse, c'est Godelier, le grand anthropologue de la famille. D'ailleurs, les MDA, on l'invite régulièrement. C'est un vieux monsieur maintenant, mais quand j'étais présidente de la NMDA, je me souviens l'avoir invité plusieurs fois. Godelier parlait dans nos ateliers, dans nos congrès, colloques, et il adore parler au monde soignant. Et en général, il fait toute une histoire comme ça. Alors le nombre et tout, comme je viens de faire, mais bien plus longue. Et donc il finit par dire en fait, c'est ce que vous trouvez dans ses ouvrages aussi, que en fait aujourd'hui avec les moyens informatiques qu'on a pour étudier les structures familiales, du coup, on est capable de définir, et pas individuellement, mais de définir des modalités de faire famille. Mais il y en a plein, et donc, ce que dit Godelier, c'est que la principale limite
à notre pardon, j'ai dit la réponse. La principale limite à notre connaissance et à notre reconnaissance des familles, c'est notre imagination. C'est-à-dire qu'en matière de famille, on a très peu d'imagination. Soit on dit effectivement, chacun fait famille, en fait, chez chacun. Ou alors on dit, en gros, quoi, la famille, c'est la mienne, quoi. C'est celle que je suis capable de penser, dans laquelle, moi, j'ai structuré mes liens. Et d'ailleurs, avec une petite nuance, c'est que souvent, on idéalise en plus la notion de famille. C'est-à-dire que même si nous, on a été dans une famille où on a changé de lieu de vie, on a changé de père, de mère, de belle-mère, etc. Enfin, on peut avoir dans la vie des changements avec les enfants. On va quand même revenir à cette notion qui est en plus dans nos théories que une famille, c'est un enfant, un père, une mère. Et que c'est ça qui pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Pas du tout. Et ça, c'est un problème. C'est que c'est un problème, y compris dans la relation avec les familles, c'est que si on considère que, même implicitement, parce qu'en général, on se le dit pas, mais que le fait que cette mère, par exemple, j'ai vu il y a quelque temps, mais celle qui me revient en mémoire, une maman qui venait de Mayotte, et cette maman, vous en avez beaucoup ici, non? Non? Hein, vous avez beaucoup de familles. Bon, donc en tout cas à Marseille, je sais qu'il y en a, et ils sont très forts dans les enfin il y a beaucoup de travaux qui viennent de Marseille. Donc la maman venait de Mayotte, mais elle venait déjà d'un autre endroit. Mais enfin peu importe, c'est pas ça que je voulais vous raconter. Elle a 8 enfants, à peu près 8 enfants, je crois, ouais. 8 enfants. Donc moi je vois la fille adolescente, mais ils sont très resserrés. Ils doivent avoir entre 10 et 18 ans, quoi. C'est vraiment très resserré. Donc, je vois la fille adolescente qui a dû faire aussi un truc dur comme ça. Et lorsque on va faire le génogramme, d'ailleurs, je crois que je vous en avais amené un. Je reviens à la parentalité, du coup. Donc, si je peux, tout à l'heure dans la discussion, je vous le ressortirai, je vous montrerai un génogramme, parce qu'on fait beaucoup de génogrammes pour justement que chacun se repère. C'était... On n'a pas encore beaucoup avancé. Ce n'est que l'introduction. Voilà. On commence à faire le génogramme parce qu'il faut qu'on se repère, parce que on se repère, j'allais dire d'abord nous, d'abord nous, mais ça aide aussi l'adolescent, puisque ici c'est pas pareil. Donc on se rend compte que elle a 8 enfants de 8 pères différents. Vous voyez? Et encore, vous le faites élégamment. Le contre-transfert est beaucoup, en général, beaucoup. Bon, en général, c'est quel bordel. Ouais. Or, c'est totalement, j'allais dire normal, mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Totalement logique avec la représentation, comment on fait famille. Comment on fait famille en tout cas dans sa famille à elle et à Mayotte en général, mais dans sa famille à elle, et elle est tout à fait capable de l'expliquer, même si elle nous dit avant de nous l'expliquer, elle nous dit, vous savez, docteur, ici en métropole, mais elle dit en France, ici en France, c'est beaucoup plus facile de parler de sexualité que de famille. Et elle a raison. Elle a raison. Parce qu'on met pas on n'a pas du tout effectivement la question sexuelle, bisexuelle, homosexuelle, je sais pas, tout ce qu'on veut. C'est beaucoup plus. Elle dit c'est beaucoup plus facile. À Mayotte c'est beaucoup plus dur, mais ici c'est beaucoup plus facile.
Mais pas. Alors la famille, faire attention. Faut faire attention. Elle dit vraiment, Et pourquoi il faut faire attention? Parce que on a ce qu'on appelle un contre-transfert culturel négatif. C'est-à-dire, si nous on connaît pas cette modalité familiale, et cette modalité familiale, elle est relativement simple. C'est que la structure familiale, c'est la mère et l'enfant. C'est ça le pilier. Et le mari, qu'on appelle quand même mari, mais il est éphémère. On les appelle en anthropologie le mari visiteur. C'est-à-dire qu'il vient, il visite la maman, il passe un petit temps avec elle, ils ont une romance, voilà, et elle est enceinte, et le bébé est né. Et là, en général, il s'en va. Il s'en va chez sa sœur. Avec qui il vit. Il vit en général chez sa sœur. Et il s'en va, et en général, il donne pas le nom à cet enfant. Parfois, il le donne. Dans cette famille-là, les enfants avaient tous des noms différents. Alors là, mais c'est son frère, je vous assure, c'est son frère maintenant. Et il porte pas le même nom, mais si, c'est son frère. C'est sa sœur. Et dans cette famille, et ça, c'est vrai qu'en plus que les 8 portent des noms différents, c'était assez rare, mais c'était, en tout cas, totalement logique avec une structure familiale. Sauf que la jeune fille adolescente, elle disait moi, je peux pas parler de comment ça marche ma famille. Je dis pas que mon père, je sais pas où il est. Mais elle avait son nom et soit elle pouvait il y a certains pères qui avaient gardé des liens, d'autres pas, parce que voilà, c'était comme ça. Donc il retourne chez sa sœur, il va s'occuper des enfants de sa sœur. Et donc, vous voyez, c'est plutôt la matrie. Enfin, on vit chez sa sœur. Les hommes vivent chez leur sœur, s'occupent des enfants de leur sœur, mais vont visiter transitoirement d'autres femmes avec qui ils ont des enfants. Et donc, tout ça est très structuré et normalement on se repère bien dans cette affaire parce que vous voyez, ça vous fait parler, et on se repère bien parce que c'est une structure. Mais nous, lorsque déjà on fait pas souvent des génogrammes, mais donc c'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans la question des liens, mais juste les noms ou le fait de savoir ah oui, parce que si vous dites je veux voir le père, attention, ma théorie c'est que le père c'est l'autorité, la structure, machin, le nom du père, donc je veux voir le père. Mais quel père? Quel père vous voulez voir? Parce que dans d'autres structures familiales, le père, il y a le père biologique, si on est en matrilinéaire. Parce que là, c'est encore un modèle différent que je viens de vous indiquer avec Mayotte. Mais si je prends un modèle matrilinéaire, je fais des enfants avec mon mari et j'émigre avec mon mari. Mais le jour où il y a un problème avec mes enfants, celui qui compte, c'est celui qui a le pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique, c'est mon grand frère. Donc vous, pédopsychiatre, psychologue, infirmière, tout ça, quand vous voulez voir le père. Là, nous, là, en transculturel, la maman, elle dit bon, mais vous voulez voir quel père? Mais elle n'ose pas vous dire que vous voulez voir quel père, parce qu'il faudrait qu'elle vous explique ce que c'est qu'une famille matrilinéaire. Et les patients, c'est pas des anthropologues, c'est pas des informateurs, donc et donc ils disent pas ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On met le zoom. Même des fois, ils viennent, parce qu'ils trouvent que c'est tellement important que ils viennent nous visiter et ils viennent faire les consultations pendant 1 mois ou 2. Mais la plupart du temps, ils prennent pas, ils font pas le voyage quand même. Ils font, surtout maintenant qu'on a Zoom. Avant, c'était plus vrai, mais là, on met le Zoom, on a sur notre écran, le monsieur sur l'écran, et puis un traducteur. Et on fait une consultation qui a un sens pour tout le monde et qui est évidemment beaucoup plus efficace puisqu'on a introduit dans la situation quelqu'un qui pouvait aider à comprendre ce qui était en train de se passer pour cet adolescent et à nous donner
mais aussi à nous donner des éléments qu'on n'avait pas, mais aussi à participer à l'élaboration. Pourquoi cet adolescent? C'est pourquoi elle n'a pas trouvé sa place, et qu'est-ce que moi je peux faire? Alors évidemment, il y a aussi, ça favorise aussi le fait que lui, il puisse faire des choses au pays aussi. Il peut aller consulter quelqu'un spécialiste dans les adolescents au pays, parce que ça existe, etc., etc. Donc, mais au-delà de ça, le plus important, c'est que, au fond, on a la famille avec nous. On a la famille. Et donc, cette famille va pouvoir la famille telle qu'elle est, au singulier pluriel, telle qu'elle est. Et alors ça, si vous voyez l'effet que ça fait aux adolescents, c'était il y a quelque temps, il y en a une qui a dit « Waouh, ça me fait un effet waouh », elle a dit, l'adolescente. Ça m'avait beaucoup amusée. Mais oui, t'as l'impression d'une... c'est comme, parce que les adolescents, quand ils sont nés ici, par exemple, ce père-là qui a la fonction symbolique, des fois, ils le connaissent pas. Ou ils le connaissent pas. Et puis, eux aussi, ils sont un peu dubitatifs. Enfin, comment dire, il y a plus de certitude pour eux. Hein, parce qu'ici, vous en avez qu'un de père. Donc, du coup, il y a parfois je pense à une jeune fille, mais bon, voilà, des ados qui disent, voilà, moi aussi, c'est important pour moi. Et puis vous avez ces pères en Zoom là qui vont aussi dire des choses super importantes aux adolescents, et qui vont lui dire, mais tu sais, tu as été très très bien nommé, c'est moi qui t'ai nommé, tu as une place de ci, de ça. Enfin, ils disent des choses super importantes parce qu'ils sont dans cette fonction symbolique, mais évidemment, il faut les inviter, les reconnaître, et puis mettre un traducteur. Mais vous savez qu'on a aussi parfois des grands-parents qui viennent. Eux, ils prennent en général l'avion, hein. Ils viennent. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des visas, mais ça arrive pour ceux qui en avaient ou qui peuvent en avoir, et ça arrive régulièrement qu'on a des grands-parents qui viennent. Et vous voyez, pour faire un génogramme, pour comprendre la place de cet ado, pour le resituer dans cette fameuse identité narrative dont je vous parlais, qui ne commence pas avec la migration. Première, deuxième génération, mais attendez, avant, il y en a plein des générations. Hein, ça commence pas avec... Mais notre langage, et moi je l'utilise aussi, je dis, je suis une spécialiste de la deuxième génération, mais deuxième génération, c'est bien avant. Mais donc du coup, ces adolescents retrouvent quelque chose d'une liberté, mais aussi d'une fierté. Moi, je pense, par exemple, je me souviens de cet adolescent, mais lui, alors ça fait très longtemps, mais c'est des adolescents qui restent comme ça dans ma tête, mais un adolescent qui faisait des conneries, mais vraiment il faisait à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer. Il était né en France, dans une famille du Maroc. Alors qu'il avait été un enfant super sage et tout ça, avant lui, il y avait que des filles certaines étaient déjà à l'université, toutes les filles allaient bien et tout ça, puis lui, il faisait mais vraiment toutes les conneries possibles, et il se mettait en danger. Et je me rappelle, c'est un truc qui m'avait vraiment effrayé, quoi. Il se mettait en dessous des voitures, et il attendait que les voitures démarrent. Enfin, vous voyez le genre de prise de risque, c'était vraiment c'était des prises de risque. Évidemment, il pouvait faire du mal à quelqu'un, à ses camarades aussi, mais il se faisait du mal d'abord à lui-même, même si ça passait un peu inaperçu. Mais dans la consultation, à un moment, il a dit « mais moi, j'ai peur de rien ». D'ailleurs, avec un comportement un peu ordalique, il dit « moi, de toute façon, il m'arrivera jamais rien », etc. Et je lui dis « raconte-moi la dernière connerie que t'as fait ». Et là, il a dit « non, c'est pas une connerie, j'en suis fier ». Et là, il raconte qu'il était allé sous la voiture et que d'ailleurs, il avait des brûlures sur le bras. Personne savait, ses parents savaient pas. C'est parce qu'il s'était brûlé avec le pot d'échappement ou je sais pas quoi. Mais il n'avait jamais dit à personne pourquoi. Et donc, il raconte ça. Silence absolu dans la consultation. On se dit, mais il va il va finir par se tuer, quoi. Il était vraiment dans des conduites ordaliques, vraiment extrêmement fortes. Et donc,
On a un moment, vraiment, en plus c'est en consultation transculturelle, donc en groupe avec plusieurs thérapeutes et un interprète. Et en plus, il y avait 2 interprètes parce que la maman parlait, et elle avait demandé à parler dans un berbère, un des 3 berbères là du Maroc, je sais plus lequel c'était, et le papa en arabe. Donc on avait 2 traducteurs. Ce qui montrait d'ailleurs qu'il y avait déjà presque du métissage à l'intérieur de la famille et que il y avait quelque chose qui n'était pas harmonieux en fait entre eux, puisqu'au moment de faire une consultation, ils disent moi je veux parler en berbère, moi je veux parler en arabe dialectal. Donc on fait ça, nous ça nous gêne pas, on met 2 traducteurs et donc quand l'ado raconte ça. Quand l'ado raconte ça, il y a une sorte de silence total, quoi. Et donc, là, je regarde le père et je lui dis, mais monsieur, donc, avec le traducteur et en présence de l'ado, je dis, monsieur, ici, là, il s'agit, c'est pas, il est pas obéissant, votre fils, parce que le monsieur est arrivé en disant, il est pas obéissant, il fait des conneries, il faut que j'aille le chercher à la police, et tout ça. Et je dis, il est pas obéissant, c'est pas une histoire d'être obéissant, c'est une question de vie ou de mort, je dis au père. Parce que vraiment, on se dit, de toute façon, la prochaine, c'est quoi. Et là, la mère se met à pleurer. Même si je m'étais adressée au père, d'ailleurs. La mère se met à pleurer. Le père me dit, je suis d'accord avec vous, mais je suis totalement dépassée. Je sais pas ce qui arrive. Et pourquoi lui Et puis alors, la maman, à ce moment-là, commence à accuser son mari. T'as vu, mes filles, elles sont bien élevées parce que c'est moi qui leur montre le chemin. Et puis toi, tu sais pas montrer le chemin à ton fils, seul garçon de la fratrie. Tu sais pas montrer le chemin à ton fils. Regarde, il fait non seulement des bêtises, mais il veut s'enlever la vie. Donc tout le monde est d'accord sur le fait que c'est vraiment très ordalique et que il a besoin presque, de prendre des risques de mort. Et donc, à ce moment-là, je savais pas trop quoi faire en réalité. On était dans une situation, vous voyez, quand il y a un risque comme ça, alors qu'on est censé faire de la psychothérapie dans ces groupes, mais quand il y a un risque vraiment très important, c'est parfois difficile de faire une élaboration ou de construire un sens et ça. Et quand je suis un peu perdue comme ça, je me dis génogramme. Parce que ça va resituer ce comportement dans quelque chose, parce que évidemment le père dit dans la famille personne n'a été comme ça. Et en général, il y a souvent cet adolescent, la place, il prend cette place systémique là. En général, il y a quelque chose à comprendre, en tous les cas, ou au moins le resituer dans quelque chose qui le rattache à la vie de la famille. Donc, on commence à faire un génogramme. Et alors là, l'ado, il dit, c'est quoi ce bordel ? Puis j'en ai marre qu'on parle en français, qu'on parle pas en français, parce que lui voulait parler que le français. Et donc, on passait le berbère, arabe et tout ça. Donc, ça faisait un tempo de la consultation qui était assez lent, mais... Et on commence. Bon, je lui dis, écoute, tu vas voir, tu vas découvrir des secrets. Je lui dis, là, ça l'intéresse quand même. Il dit, bon, mais j'espère qu'il y en a des secrets, madame, parce que sinon, je m'en vais. Et là, on commence à dessiner notre génogramme. Et puis, on voit apparaître la figure d'un calligraphe. Donc, c'était enfin, peu importe. Je crois que c'était le père, mais c'était peut-être le grand-père de monsieur. Admettons, on va dire que c'était le père de monsieur. Le père de monsieur qui était très reconnu dans sa communauté, et qui était donc calligraphe, et qui est mort brutalement. Et on ne sait pas trop de quoi il est mort. Il y avait l'idée qu'il avait été assassiné, mais bon, on ne savait pas si c'était un assassinat ou... Mais en tous les cas, une mort suspecte quand même. C'est-à-dire qu'il est mort brutalement. Et il y avait l'idée qu'il fallait pas dire de quoi il était mort. Enfin, donc le père avait pas trop envie d'en parler.
Mais bon, comme on fait un génogramme, il a quand même... C'est un génogramme narratif, c'est-à-dire qu'on dessine évidemment le génogramme, mais on écrit les langues, on écrit les événements, on écrit tout ce qui s'est passé autour d'eux. Et donc, finalement, cette figure-là, il y en avait plein des figures, bien sûr, mais comme dans tout génogramme, mais cette figure-là était une figure centrale, et c'était ce que l'on a découvert, c'est que ce garçon portait le prénom, qui est un prénom assez rare, de ce grand-père. Donc forcément, il avait une place en relation, mais le père et là la mère, le père voulait pas en parler parce que c'était un conflit entre Madame et Monsieur. Madame ne voulait pas qu'on donne le prénom de ce grand-père à son fils parce qu'il était mort de mort brutale, et Monsieur a fait acte d'autorité. Il a dit on l'appellera comme ça parce que c'est la tradition de donner, voilà. Donc on l'appellera comme ça. Et Madame, donc là, Madame commence à dire, mais voilà pourquoi cet enfant il est comme ça. C'est parce que c'est l'homonyme de ce grand-père, et ce grand-père, il a été tué. Alors elle dit, il a été tué. Alors tué comment? Personne ne savait. Et donc elle a fini par dire tué en sorcellerie. Je ne sais pas. En fait, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de sens. Mais vous voyez, et donc, vous voyez que dans cette situation, c'était super important de pouvoir. Et là, le père a reconnu, donc effectivement, il avait fait acte d'autorité. Peut-être qu'il n'aurait pas dû, mais il a commencé à louer les compétences de cet homme, de son père, et c'était vraiment un point important parce que, en réalité, c'est vrai que Monsieur dénigrait beaucoup son fils, et il le dénigrait parce que ce fils, d'une certaine façon, lui, dans le projet migratoire, il baissait la tête, comme il disait, il était éboueur à la ville de Paris, voilà, il faisait, vous voyez, des choses qui sont pas très valorisantes, et donc il attendait que ses enfants fassent des études, réussissent, machin. Et ce garçon, il se comportait exactement à l'inverse de ce que le père, non seulement la manière dont le père se comportait, mais aussi la manière dont il imaginait qu'il fallait se comporter en France. Et il a fini par dire que le fait de venir en France, c'était en fait une manière de protéger son fils. C'est-à-dire que lui aussi avait la notion que quand il y a des choses qui sont pas résolues, ça continue, quoi. Et parce que souvent, il y a beaucoup de théories comme ça. Nous, on connaît ça en systémique, mais et c'est notre manière à nous de le penser, mais dans toutes les, quasiment, enfin, je dirais pas toutes les cultures, je les connais pas toutes, mais dans beaucoup de cultures de nos familles migrantes, cette notion du transgénérationnel est extrêmement importante. Ils appellent pas ça le transgénérationnel, bien sûr, mais ils font des liens entre ce qui se passe là et ce qui s'est passé là-bas, quoi, plusieurs générations avant. Donc ça a été assez facile en fait de travailler sur ça parce que ça correspondait à ce qu'on appelle une théorie étiologique, c'est-à-dire à la manière de faire sens pour la famille. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu travailler autrement. Et oui, et ce qui était très important, c'est qu'au fond, quand Monsieur faisait l'éloge de son père, l'idée, c'est que son fils, sans doute qu'il avait les mêmes compétences. Et que c'était ça notre travail, que le père reconnaisse les compétences du fils, que le fils sache dans quelle histoire il s'inscrit, et que chacun à partir de là crée sa propre histoire. Et Madame était très alliée dans cette affaire. Alors au début, elle était très j'en veux beaucoup à mon mari, etc. Mais en réalité, lorsqu'elle a compris que tout le monde était d'accord pour travailler là-dessus et que c'était notre objectif, elle est devenue notre alliée. Elle est devenue notre alliée, c'est-à-dire c'est elle qui a amené des éléments qu'elle connaissait, bien sûr, sur la vie de son beau-père, etc. Donc tout cet exemple un petit peu long pour dire que
que c'est très important de resituer ces adolescents dans leur propre histoire et que pour ça, il faut tenir compte de comment on fait famille et à quelle place l'enfant se place. Et en fait, c'était à partir de la notion il y a plein de manières de faire famille. Et alors, il faut bien garder à l'esprit que venir en France, par exemple dans cette situation, mais dans plein de situations, c'est aussi un procès. C'est un événement qui a plein de valences, mais la construction, par exemple, de ce qui va se passer après moi, que vont devenir mes enfants, comment moi je vais faire famille, etc. Ça fait partie du projet migratoire. Mais souvent, les familles ne s'imaginent pas du tout ce que l'effet de cette migration sur leur faire famille. Ils s'y l'imaginent pas. C'est inimaginable en réalité. C'est un tel changement. Vous changez de valeurs, de langue, de religion. Vous arrivez dans un endroit où il y a des différences, plein d'autres modèles possibles. Et donc souvent, aux différentes étapes, et en particulier à l'adolescence, c'est un moment clé pour ces questions, sachant que l'adolescent, il va appartenir ensuite, il va appartenir au monde extérieur. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces pères fragiles, comme je le disais tout à l'heure, fragilisés par l'adolescence de leurs parents, se rigidifient là-dessus. Et ils veulent parfois garder, dire non, chez nous, on fait pas comme ça, on se marie pas à l'extérieur, etc. Parce que, ils n'ont pas résolu la question du métissage, quoi. Ils n'ont pas réussi à trouver leur propre manière. Et sachant que ces enfants-là vont, pour se séparer, en plus, ils ont besoin ils vont se séparer, ils vont faire leur chemin, mais ils ont besoin d'être un peu rassurés sur le lien qu'ils ont avec leur famille et en particulier sur les choses du dedans. Donc, c'est vraiment une question très très importante. Je crois que je vous ai parlé de la pluralité. Bon, oh là là, il est 11h30, il est l'heure de finir. Attendez, il y a encore une dernière idée que je vais vous... Tout ça non. Ça non plus. Une dernière idée sur la position transculturelle. À cette période, alors j'ai mis une image de bébé, mais c'est à une période, c'est vrai à l'adolescence, mais c'est dans le lien parent-enfant qui évidemment se construit dès la naissance. Cette position que l'on peut adopter, quel que soit le dispositif dans lequel on est, et tout particulièrement quand il y a des adolescents qui viennent nous questionner là-dessus, mais parce qu'ils se questionnent eux-mêmes, c'est cette position qui est position dynamique, dialectique, entre bienveillance au sens de j'accepte que le sang soit porté par la famille, je suis bienveillant à l'égard de cette multiplicité, de cette diversité, et puis donc bienveillant, c'est de considérer que si c'est ce qu'on appelle la position émique, que si l'autre dit que le sens, qu'un adolescent c'est ça, qu'un trauma c'est ça, disons qu'il faut partir de là. Et la bienveillance, c'est quelque chose de l'ordre les Canadiens appellent ça l'humilité culturelle. C'est l'idée que l'humilité culturelle, c'est d'avoir une position humble, aussi bien à l'égard des représentations des autres que des miennes. C'est difficile, en fait, l'humilité. On n'est pas tellement fait pour être humble. Mais il faut vraiment travailler là-dessus, sur l'humilité. C'est-à-dire, si la maman dit ça, si le père dit ça, si la famille est comme ça, etc., ok, c'est vraiment pas comme ça que chez moi on fait famille,
C'est pas comme ça chez moi qu'on se représente un ado, mais ma manière à moi de me représenter un ado, elle a aussi ses limites. Elle a aussi, on dit qu'on les aime beaucoup les ados, mais on les maltraite, on leur fait du mal, on les abuse sexuellement. Enfin, on fait des tas de choses. Donc, l'humilité, c'est de se dire non. Les représentations, d'abord, il y en a beaucoup, et puis elles ont toutes c'est une sorte d'esprit critique à l'égard des autres et à l'égard de moi. Et elles ont toutes les limites, ces modèles, ils ont tous leurs limites. Et puis c'est des êtres humains qui les mettent en œuvre avec leurs fantasmes, avec leur imagination, etc. Donc c'est ça moi je dis bienveillance, mais le terme en clinique transculturelle, c'est plutôt humilité culturelle. C'est vraiment de se dire, je me mets en position, pas en position méta. Je me mets pas en position, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui sais. Je me dis, bon, voilà, je me mets dans une position, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation pour aider l'adolescent, pour aider les parents. Et il y a une psychanalyste anthropologue, Jeanne Favré-Saada, qui, elle, utilise encore un autre concept. Elle dit, d'ailleurs, elle est à Marseille. Elle dit, il faut se laisser affecter. Il faut se laisser affecter par par toutes ces diversités, par toutes ces hypothèses, parce que finalement la culture c'est des hypothèses. Donc il faut se laisser, et ça je crois, c'est d'ailleurs c'est en pensant à cette idée d'être affecté que moi je vous raconte des histoires, parce que je me dis que si je vous fais de l'anthropologie, évidemment ça va pas vous toucher, mais si je vous dis comment ces représentations s'incarnent dans le corps des adolescents et dans l'histoire des adolescents, alors il y a une chance que vous soyez affecté, parce que vous allez reconnaître des choses de vous, des choses de vos patients, des choses de vos livres, et puis vous allez être affecté, parce que vous allez si on voit aujourd'hui ce jeune Bengali, on est affecté, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher. C'est pour ça. Et donc être affecté, vous voyez que c'est pas que du cognitif, c'est pas que des idées, c'est aussi des émotions, de rencontres, et l'idée que, et ça moi j'en suis vraiment profondément convaincue pour moi-même, que j'ai appris des choses, et j'ai appris à être meilleure pédopsychiatre en me laissant affecter par ces adolescents, par leur famille. Donc voilà la bienveillance, vous voyez, mais la bienveillance on peut la déplier, et puis il y a plusieurs concepts, mais au fond j'aurais dû mettre plutôt humilité culturelle, mais bon, j'ai mis bienveillance, mais voyez ce qu'il y a en dessous. Et mais reconnaissance aussi de l'altérité pour construire du commun. Pourquoi on fait tout ça ? C'est pour construire du commun. Et c'est quoi le commun dans cette affaire ? Le commun dans cette affaire, c'est d'avoir une relation suffisamment bonne avec l'ado, avec ses parents, avec parfois les professionnels qui s'occupent d'eux, puisqu'on a aussi dans les maisons des ados, on voit aussi des équipes qui nous adressent et tout ça. Et donc construire du commun sans hiérarchie, mais construire du commun pour pouvoir à la fois permettre un accès aux soins, permettre que ça marche bien, et permettre aussi que cette rencontre, qu'elle soit sociale, éducative, scolaire, psychothérapique, pédopsychiatrique et psychologique, etc., que cette rencontre, elle soit mutative. C'est-à-dire que oui, elle m'affecte moi, mais elle affecte aussi la famille, parce que si moi je suis affectée, la famille aussi elle doit être affectée. C'est sûr que dans cette construction et lorsqu'on voit les familles, parce que nous en dernière consultation avec une famille et un adolescent, on dit bon ben maintenant on va se séparer puisque ça va mieux, tout ça. Et maintenant chacun ici va dire ce qu'il a vécu et ce qu'il a appris de cette situation. Et avant de se séparer, tout le monde dit ça, mais les familles aussi. Alors en général c'est les professionnels qui commencent et après les familles terminent. Et elles nous font des retours qui sont vraiment des retours comme ça. Je croyais que telle chose était bonne pour mon enfant et je me suis rendu compte que c'était le contraire.
que ma manière d'imposer cette chose avait un effet contraire. Donc, j'ai appris quelque chose de mon enfant, de vous, etc. Je me suis laissée transformer par cette chose et j'ai pu changer. J'ai pu changer tel élément. Et les ados aussi. Est-ce que j'avais amené des trucs d'ados? Non, ça c'est des bandes dessinées que vous retrouvez sur la Maison de Solène qu'on avait fait pendant le Covid, qui sont des histoires transculturelles d'ados en général. Alors vous voyez, ça c'était en Khmer, c'était une famille Khmer avec des histoires transgénérationnelles de trauma. Et donc des grands dessinateurs nous ont dessiné des vraies histoires que l'on a fait avec les familles. C'est-à-dire que comme on faisait les trucs par Zoom, hein, et une fois qu'on avait fini le travail, on écrivait l'histoire de la famille et ensuite on faisait un scénario et quelqu'un nous le dessinait. Voilà, un artiste nous le dessinait. Vous voyez, ça c'est une petite qui voulait mourir. Donc ça vous les retrouvez sur ça, c'est l'histoire d'Adam. Je regardais juste si je vous avais non, moi j'ai pas amené grand-chose, mais pourtant j'ai beaucoup parlé. Bon, je vous remercie beaucoup, je vous écoute. Merci. Et je vais mettre un dernier livre. Ah, les propositions, vous voulez, pardon. Mille merci Marie-Rose. Ce que je retiens, c'est que dans le cadre de tes consultations et de ta clinique transculturelle, ce qui est génial, et ce qu'on a entendu ce matin, c'est que tu ne cesses de voyager. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, tu nous as fait voyager. Moi, j'ai deux petites questions avant de vous passer la parole, parce que je pense que vous en aurez d'autres. C'est que tu as commencé à citer ce matin Françoise Héritier, et tu dis que la question qu'elle pose, et tu nous as donné ta réponse, c'est que l'adolescence est-elle universelle? Et tu nous as donné une réponse, mais ma question c'est, dans ces moments de passage où tu dis que dans certaines cultures on passe plus rapidement qu'ici, malgré les mêmes plasticités cérébrales, de l'enfance à l'adulte, est-ce que tu penses que les ados de ces autres cultures ou ces grands enfants qui vont devenir adultes, s'ils ont accès à des rituels, est-ce qu'ils vont mieux que dans nos pays européens où il y a l'abrasion de tous ces rituels? Et la deuxième question, c'est la suivante. Tu dis qu'on impose, oui, dans des démarches thérapeutiques et donc de diagnostic aussi, tous ces tests, tous ces protocoles qui sont pas du tout adaptés aux enfants de migrants. Et moi, je faisais le parallèle dans ma tête avec ces enfants de migrants qui arrivent et qui ont accès à nos écoles. Et je me disais aussi que l'école, si les tests et les protocoles sont pas adaptés, l'école aussi n'est pas toujours adaptée et ça doit être compliqué de trouver un sens. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement? Parce que tu disais que cognitivement, on ne se rend pas compte qu'ils ont plein de compétences puisque les tests ne sont pas adaptés, mais l'école aussi ne se rend pas compte peut-être de leurs compétences. Et comment peut-on, nous, professionnels de la santé, qui travaillons beaucoup avec le partenaire éducation nationale, comment peut-on faire pour aider ces enfants pour qu'ils ne soient pas trop vite dans une position d'échec? Merci, bah oui, ça me permet de préciser sur ces deux points. Merci beaucoup. Je commence par le dernier, qui est peut-être un peu plus rapide. Alors, il y a deux situations différentes. Pour les enfants de migrants nés en France, l'école, elle fait partie de leur monde et c'est le monde extérieur, quoi. Donc, eux, ils vont. On pourrait dire que l'école, elle est adaptée à eux parce que c'est pas pour eux, la question se pose pas comme ça. Et ils vont apprendre, simplement ce qu'ils doivent faire eux, c'est passer des logiques de la maison aux logiques de l'école. Mais pour leurs parents, ça peut se poser, le rapport au savoir. Ça, il y a plusieurs numéros de la revue L'Autre qui concernent ça, le rapport au savoir. Et
par exemple, je me rappelle d'une situation, alors c'était un enfant, mais c'était un enfant, il était petit, autour de 7 ans, de CP, C1. Et donc, on nous l'adresse, puisqu'on voit aussi des enfants et des bébés, on nous l'adresse parce qu'il est très inhibé à l'école et ça le rend très anxieux d'ailleurs, si on le pousse un peu. Et c'est un petit garçon, donc sa famille, il est né en France, d'une famille bambara, et il parle le bambara et le français. Ce petit garçon, on va se rendre compte qu'il a un peu de mal à passer de la logique de la maison à la logique de l'école. Alors dans cette situation, en plus, il y avait l'enseignante qui était très motivée, qui était très engagée et qui est venue à la consultation, ce qui est possible puisque la première, les consultations dans ces dispositifs sont de deuxième intention. Donc si la première équipe qui nous adresse avec l'accord de la famille, s'ils décident que l'enseignant veut venir, le travailleur social, ils viennent, il n'y a pas de problème. Et là, mais c'est assez rare qu'un enseignant vienne. Mais là, il est venu, ce qui montrait son engagement. Et ce qui montrait aussi son envie de comprendre, parce que voilà, elle venait sur son temps libre venir à la consultation vraiment, elle voulait comprendre. Et elle était persuadée que cet enfant, comme elle disait, je suis persuadée qu'il est intelligent. D'ailleurs, elle avait refusé de l'envoyer faire des tests parce que de toute façon, dans cet état-là, l'enfant, vous l'envoyez faire des tests, vous le trouvez un QI très bas, mais ça veut rien dire, quoi. Absolument rien dire. Et donc, bref, elle arrive et puis elle raconte, puisque chacun raconte voilà comment il voit les choses. L'enfant est au milieu avec un co-thérapeute et voilà que elle prend un exemple très concret. Elle dit voilà. Jamais il ne pose une question. Or, je sais qu'il a des questions parce que des fois il les pose à ses camarades. Et Souleymane, on va dire, Souleymane, il pose jamais des questions. Mais quand il est dans la cour, il demande à ses petits camarades pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et là, le père s'écrie en bambara, traduit, il dit « Mais madame, un enfant qui pose des questions, c'est un enfant bête. » C'est exactement le contraire de ce que la maîtresse était en train de dire. Il n'arrive pas à poser des questions parce que dans notre système scolaire, on a un rapport au savoir qui est un rapport que l'on décrit comme par palier, c'est-à-dire que, par palier. Continue, c'est-à-dire l'enfant se développe en allant chercher le savoir, en particulier chez les adultes, en posant des questions. C'est une modalité active et nous, on engage beaucoup les enfants dans notre modèle actuel à poser des questions. À la maison, c'était exactement le contraire, parce que monsieur était, lui, dans une représentation d'un modèle traditionnel qu'on appelle initiatique, c'est-à-dire que l'enfant, il mûrit, il fait sa maturation, et quand il est prêt, et pendant sa maturation, il ne pose pas de questions à l'adulte, c'est-à-dire que le savoir ne lui est pas directement accessible. Il doit poser des questions aux autres enfants, à ses frères, mais pas aux adultes. Et donc, on va pas du tout l'engager à faire ça. Et puis, quand il est prêt, là, il y a un palier et hop, vous accédez à différentes étapes, un peu comme les étapes de Piaget, mais là, voilà. Et donc, mais d'habitude, il y a plein d'enfants qui, à l'intérieur de la maison, le rapport au savoir est comme ça, et à l'extérieur, le rapport au savoir, il est différent. Ça, il y a plein d'enfants. Je dirais quasiment tous les enfants de migrants vont avoir un rapport au savoir différent. Mais les enfants de migrants, en général, ils apprennent vite, c'est même des virtuoses, à passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, ils ont des compétences, de même que le bilinguisme va favoriser ça, mais ils ont des compétences méta beaucoup plus grandes que les enfants unilingues. Pauvres enfants unilingues, comme disait le linguiste François. Parce que, en fait, par exemple, vous voyez, nous, on apprend assez tard, lorsqu'on est monolingue, que le mot et la chose, c'est pas la même chose.
Et ça, cette connaissance méta, elle apparaît à l'adolescence. Et par exemple, en philosophie, on va beaucoup, c'était d'ailleurs mon sujet de bac, le mot et la chose. Donc, c'est des sujets philosophiques, c'est des sujets assez tardifs en fait, enfin dans le développement. Mais lorsque vous êtes enfant de migrants, vous savez très vite que le mot et la chose, c'est pas pareil, puisque dans une langue, parfois à la maison il y en a plusieurs, et ça s'appelle vers, et puis à l'extérieur, enfin vers en espagnol, en italien, en mahorais, etc. Et puis à l'extérieur, ça s'appelle vers. Bon. Donc du coup, cette compétence méta, elle est très développée chez les enfants. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui augmente leur créativité. Et quand justement il n'y a pas d'asymétrie entre les langues, c'est quelque chose de très fort, qui est un facteur de protection des enfants. Mais quand certains enfants ont, pour une raison ou une autre, et en fait lui, il était c'est un garçon très attaché à sa maman, et sa maman était en deuil depuis quelques années parce que, enfin, sa mère à elle était morte, elle n'a pas pu aller. Elle est persuadée, la maman, que sa mère est morte de chagrin parce qu'elle l'avait quittée, tout ça. Donc du coup, elle était dans un deuil traumatique, on va dire. Et cet enfant, qui était le dernier enfant, et la maman vraiment était extrêmement attachée à lui. Et au fond, elle se disait bon, ok. J'ai perdu ma mère, mais j'ai mon enfant, quoi. Enfin, vous voyez, il y avait donc du coup, elle avait une relation un peu forte et peut-être un peu excessive, en tous les cas, pour le développement de l'enfant. Et ce qui était difficile, c'est que pour cet enfant, quand il était à l'extérieur, il avait un peu le sentiment de perdre sa mère. Alors du coup, il se comportait, ou il faisait dans son corps des choses qui montraient qu'il n'était pas à l'école, quoi, qu'il était ailleurs, et puis qu'il était douloureux. Il portait aussi la tristesse de sa mère. Bon, il y avait plusieurs facteurs. Mais vous voyez, cette manière du père de réagir, elle était. Puis alors après, là, elle prend un autre exemple. L'enseignante, elle dit, quand il réussit à faire quelque chose, je lui dis. Bravo Souleymane, hein, vraiment là tu vois, là c'est bien, hein, t'as bien réussi. Elle est très attachée. Il y a sa mère, mais aussi son enseignante qui est très attachée et à cet enfant. Et là le père s'écrie de nouveau. Mais enfin, il réussit pas tout seul. Il réussit grâce à vous. Il réussit grâce à ses sœurs. Il réussit grâce à moi. Parce que cette notion de réussite, nous on valorise énormément la réussite individuelle. Mais dans un modèle plus communautaire, on peut valoriser quelque chose de beaucoup plus groupal. Et donc ça fragilise les enfants de considérer que c'est individuel. Mais l'enseignante, elle le faisait avec des bonnes intentions. Bravo, comme on souligne les compétences d'un enfant. Et là, le père trouvait que... Donc, vous voyez, on sentait qu'au-delà de l'histoire singulière de cet enfant, il y avait bien deux rapports au savoir qui n'étaient pas souples. Et que cet enfant avait du mal à finalement être un bon enfant pour l'un et pour l'autre. Bon, donc ça... Mais sinon... Par contre, si vous avez des mineurs non accompagnés ou des enfants qui viennent d'arriver, là, la question de la représentation de l'école se pose. Mais pour les autres, pour les enfants de migrants, c'est différent et c'est au fond quelque chose qui fait partie de la multiplicité. Et alors l'autre point, je vais répondre rapidement, mais mais c'est essentiel. Enfin, c'est un truc très important. Mais ça se joue aussi dans nos consultations, dans les vôtres. On n'a plus de rituels, sauf que certaines familles migrantes, elles ont des rituels. Par exemple, alors chez nous, l'exemple le plus, je sais pas si vous avez beaucoup de familles du Sri Lanka, mais au Sri Lanka, par exemple, lorsque les jeunes filles deviennent pubères, parce que la puberté est universelle, mais pas l'adolescence, hein, on est d'accord. Quand elles deviennent pubères, on fait une grande fête. C'est la fête des premières règles. C'est-à-dire que la puberté des filles au Sri Lanka n'est pas une affaire individuelle. C'est pas intime entre moi et ma mère, et moi et mes amis peut-être. C'est une affaire collective. Donc la petite, elle a ses premières règles. On appelle l'oncle maternel qui vient avec sa femme.
et qui commence la préparation des festivités. Et donc la femme de l'oncle maternel, d'abord elle va beaucoup parler avec cet enfant qui vient d'avoir sa puberté pour lui apprendre ce que c'est, etc. Elle va la baigner, elle va faire des tas de choses comme ça sur son corps. Elle va lui apprendre à utiliser les parfums, etc. Et puis quand la famille a un peu d'argent, parce que ça coûte très cher, on fait une grande fête. C'est la fête des premières règles. Et une fête où on invite le maximum de gens. Hein. Et si on est riche, on invite 100, 200, 300 personnes. Pas seulement de la communauté tamoule, hein, mais voilà. Et donc vous voyez, c'est un rituel qui n'existe pas chez nous. Je sais pas il n'a jamais existé, je pense. Mais il existe dans nos familles. C'est-à-dire que certaines familles ont des rituels. Et que donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces rituels? Et ça permet de comprendre un peu d'une manière générale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les familles, elles se métissent. Il y en a qui vont le faire. Les familles tamoules, qui sont une migration récente, le font. Même, voilà. Et les autres, des fois, on fait des choses symboliques. Au lieu de faire une grande fête, on fait un repas, etc. Voilà. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Mais effectivement, moi, je crois qu'on manque de rituels. Et le bac, qui en était un, quand même, pour ceux qui avaient la chance d'aller au bac, est en train de ne plus le devenir non plus, avec Parcoursup. Donc, oui, il y a quelque chose qui manque, en tous les cas, je pense, pour structurer ce passage. Ouais. Mais ça ne se décrète pas, un rituel. Est-ce qu'on vous passe la parole ? Si vous voulez. Ah oui. Mais voilà, merci beaucoup pour cette belle conférence et cette exploration finalement dans les arcades de la rencontre, parce que moi, à travers, je n'ai pas eu de pratique transculturelle, mais j'ai retrouvé dans tout ce que vous disiez, finalement, les fondamentaux d'un travail thérapeutique ordinaire, j'allais dire. C'est-à-dire l'humilité, vous en avez parlé, la disponibilité, l'importance de raconter l'histoire, d'écouter l'histoire et de la raconter, donc identité narrative, thérapie narrative, enfin tout ce que vous avez pu évoquer. Il peut y avoir des guerres civiles intrafamiliales, même dans les familles les plus les moins éloignées. J'ai été très intéressé par j'ai beaucoup parlé d'altérité, du rapport à l'altérité, et bien sûr que ça, l'adolescence, là, il y a quelque chose qui, évidemment, le moment où on rencontre un peu l'étranger en soi, avec toutes les conflictualités que ça peut dégager. Et donc ma question était autour de ça, c'est-à-dire qu'on voit que l'adolescence n'est pas universelle, à l'inverse de la puberté. C'est une forme c'est une culture, c'est un moment, c'est un fait social, c'est aussi un marché, et c'est aussi aujourd'hui presque une maladie. On a tendance un petit peu à psychologiser et à psychiatriser à peu près tous les mouvements adolescents. Là, je voulais avoir un peu votre avis sur cette question-là. Merci en tout cas. Oui, mais peut-être qu'on entend. Oui. Merci. Alors, merci aussi pour cette question qui est en fait. Il y a deux parties dans votre question, et puis il y a une partie un peu épistémologique, et puis après il y a la question de la psychologisation ou de la psychiatrisation, et donc de la santé mentale. La première partie épistémologique, c'est vrai que lorsque on présente d'une manière ou d'une autre la position transculturelle à l'adolescence ou à un autre âge d'ailleurs, on peut osciller entre épistémologiquement entre oh mais ça c'est des ingrédients qu'il y a dans toute situation, dans toute rencontre. Non, c'est tellement, si je vous avais montré une consultation, souvent ça fait un effet comme ça. Non, mais c'est tellement spécifique que c'est impossible à faire par nous, quoi. Donc il y a une sorte vous voyez, une sorte de réaction entre c'est pareil et c'est totalement différent. Et moi, je considère que c'est réussi mon intervention quand on me dit c'est pareil. Mais
Mais en réalité, c'est pas totalement pareil, parce que bien sûr, c'est ce que je disais, il faut construire du commun, mais il faut construire du commun à partir de la lecture des uns et des autres. Et là, avec l'adolescent, on a vraiment un personnage qui a une lecture, et puis on en a deux autres, parfois plus, qui ont une lecture, et c'est pas la même forcément, celle du père et de la mère, etc. Donc bien sûr que ce commun, vous le reconnaissez, vous avez cité, et puis vous le reconnaissez facilement, et c'est le but. Mais ce qu'il y a en amont, c'est les conditions de cette subjectivité. Qu'est-ce qui va permettre que le monsieur ou la dame, là en l'occurrence qui avait aidé, mais que la dame marocaine et le monsieur marocain me racontent l'importance de ce grand-père. Qu'est-ce qui va permettre, ou dans la situation de la maman de Mayotte, quelles sont les conditions de cette subjectivité pour que se déploie la subjectivité individuelle et familiale, et pour que je puisse finalement faire du commun. C'est ça. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les consultations qui forcément sont spécifiques, puisqu'on nous envoie une situation qui est déjà qui a déjà eu des prises en charge non spécifiques. Donc, on va essayer de faire autrement. Et donc, dans ces situations, on se rend compte que finalement, par exemple, on va déployer de toute une série d'éléments que la première équipe ne connaissait pas, mais parce que les conditions pour les partager n'étaient pas là. C'est pas que la première équipe, elle était pas bonne, elle était bonne, mais c'est que voilà, il n'y avait pas les conditions. Les conditions, c'est des tas de choses. La langue, le groupe, les représentations, le fait qu'il y ait plusieurs hypothèses et pas simplement qu'on donne un diagnostic et qu'on dise voilà ce qui arrive à votre enfant. Parce que ça fige. Si ce diagnostic, je le partage pas, ben ça fige la relation. Donc oui, c'est ça. Il faut arriver à constituer du commun, mais quelles sont les conditions de ce commun ? C'est ça, je pense, qui est peut-être spécifique. Et le deuxième point sur la psychologisation de l'adolescence, oui, enfin, je dirais pas tout à fait comme ça, mais ce qui est vrai, c'est que il y a une souffrance très importante, quoi, des adolescents, en particulier aujourd'hui, et donc. Je crois pas que ce soit, c'est-à-dire, par exemple, à l'accueil de la maison des ados, on reçoit énormément, jusqu'à 10 ados par jour, plus 20 ou 30 par téléphone, puisque l'accueil est aussi au téléphone. J'allais dire, jamais jamais un ado ou une famille vient pour un truc qui n'est pas une souffrance. Jamais, je crois que ça m'est jamais arrivé. Sur une file active de 6000 par an, c'est peut-être mais je ne crois pas. Je crois pas qu'on ait. Donc, je crois pas qu'en tout cas qu'il y ait eu d'excès, c'est-à-dire au sens de, on a psychologisé quelque chose qui était normal. Mais en revanche, peut-être c'est ça aussi qu'il y avait dans votre question. Il y a il faut aimer nos adolescents, il faut tolérer que les adolescents fassent toute une série de choses qui leur permettent de se construire, ça oui. Mais après, en termes de souffrance, je trouve qu'ils sont assez bons juges quand même, et eux et leurs parents. Et ouais, moi ça m'est jamais arrivé, je crois. Donc peut-être que parfois dans les magazines, mais je sais même pas. Enfin, j'ai l'impression qu'en tous les cas, il y a une santé mentale tellement dégradée aujourd'hui que je pense quand même qu'on parle de vraies choses, quoi.